à ce geste de génie. Bonjour, merci de nous regarder chez vous. Bienvenue dans ce magazine de la Coupe du Monde avec Espace TV. Au programme, nous revenons sur ces matchs de huitième de finale avec ces 18 buts, les quarts de finale. Le programme, vous le connaissez déjà. Et puis la Coupe du Monde sur la toile, les entraîneurs, les joueurs qui se sont distingués. C'est avec ces messieurs autour de moi sur ce plateau. Lamine Diallo, bonjour. Bonjour Pathé, bonjour à tous. Moussa Souma Campos, bonjour. Bonjour Pathé Diallo. Suleiman Ba, bonjour. Bonjour Pathé, bonjour à tous. Ibrahima Souri, Djabi Véron, bonjour. Bonjour. Voilà, la Coupe du Monde, vous la vivez sur Espace TV. On revient dans un court instant. Pu faire face à ce geste de génie. Voilà, nous revenons sur ce plateau, chers téléspectateurs, avec ces matchs de huitième de finale. Je le disais tantôt, voilà donc au début de cette émission, 18 buts ont été inscrits dans ces huitièmes de finale. On commence le débrief avec le match Brésil-Chili, où au score, donc il faut le dire, après les 90 minutes, il y a eu un but partout. Seules les séances de tir au but ont pu départager ces deux formations. On a vu la victoire du Brésil. On revient, Campos, sur cette qualification in extremis du Brésil face au Chili. Un but partout, et puis tir au but 3-2. Une équipe chilienne qui n'a pas du tout démérité. Oui, c'est une équipe qui a bien joué depuis le début de ce mondial 2014 au Brésil, malgré le pays hôte, le Brésil, qui n'a pas du tout rassuré ses fans. Malgré cette formation était favorite depuis le début de ce mondial. Mais le Brésil, oui, in extremis, a eu son ticket de qualification pour les quarts de finale. On a vu cette équipe brésilienne, cette équipe mexicaine tenir en échec la formation brésilienne pendant les phases de poule. Heureusement, la formation brésilienne pilotée par un certain Felipe Scolari, ils vont jouer les quarts de finale. Une équipe qui est dans le match, qui est dans la compétition, mais pas le Brésil qu'on attendait beaucoup dans ce mondial. Ouais, pas le Brésil qu'on attendait dans ce mondial. Est-ce que c'est le même avis? Lamine Diallo, Chili, c'est vrai, a été éliminé, mais Chili, quand même, c'était une équipe très costaud, il faut le dire. Une équipe très costaud, surtout une équipe qui jouait face à une autre qui connaît très bien, parce que l'équipe chilienne connaît bien la formation brésilienne parce qu'ils évoluent un peu dans la même zone. Ouais. Donc c'est souvent difficile de défier une telle formation qui vous a étudié, qui a eu le temps de savoir quelles sont vos faiblesses et quelles sont vos différentes forces. Donc je pense bien que ce Brésil, comme le disait Campos, c'est pas un Brésil qui satisfait pour l'instant bon nombre d'observateurs, parce qu'on est habitué à voir un jeu limpide, un jeu vraiment fluide avec cette formation-là, mais avec cette Coupe du Monde qui se passe chez eux là-bas du côté du Brésil pour l'instant, les joueurs ont du mal, tout est concentré sur un seul qui est Neymar, qui a la lourde charge de porter vers l'avant cette formation brésilienne. Malheureusement, s'il n'est pas étincelant pour l'équipe, on voit que tout de suite qu'il y a un manque à gagner au niveau de cette formation-là, et surtout il y a des joueurs aussi qui sont passés à côté. Vous avez un certain Oscar qui a joué cette rencontre-là, il n'a pas du tout été brillant, mais qu'à cela nous tienne, pour l'instant on se régale, ils sont qualifiés, on le sait très bien, mais ça va être très difficile pour eux pour la suite, parce qu'ils ont en face d'eux une autre formation qu'on appelle la Colombie. Mais qu'à cela nous tienne, pour le moment, on a vu des supporters qui sont avec eux, des supporters qui avaient manifesté avant le début de la Coupe du Monde pour protester contre son organisation. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes supporters qui s'empressent pour aller voir les Brésiliens s'entraîner, les pousser, les encourager, parce qu'ils le savent très bien que c'est la dignité de la nation qui est en jeu. Et je pense que c'est ça l'essentiel, et on espère que pourquoi pas ils vont essayer de se réveiller et nous montrer un autre match face à la Colombie. Sinon, je vous dis tout de suite que cette formation colombienne que j'ai vue face au Brésil,
le Brésil sera out. En tout cas, hein, on a vu une très belle équipe de Colombie. Alors, Souleymane Ba, revenant sur ce match entre Brésiliens et Chiliens, on sait que quand même, il y avait des répondants de part et d'autre, mais le Chili a fait le match. Finalement, c'est le Brésil qui a gagné au tir au but. Oui, là, c'est une loterie. Le Chili a fait l'essentiel du boulot. Elle a encaissé et puis elle a répondu avec la manière et puis elle a su profiter des errements défensifs de cette formation brésilienne qui ne dépend, comme Lamine l'a dit, d'un seul joueur. Il y a eu un dispositif qui a pu museler Neymar qui ne s'est pas du tout retrouvé ce jour parce qu'il n'a pas pu marquer et le Brésil a vraiment peiné. C'est l'un des matchs de cette Coupe du Monde qui était l'un des plus beaux matchs avec beaucoup d'intensité. Il y avait des va-et-vient, comme on le dit en Angleterre, le box-to-box. Il y avait vraiment cette présence physique, cette combativité. Maintenant, le Chili quitte la compétition, mais le Chili n'a rien à regretter parce que la place que le Brésil a aujourd'hui en quart de finale, le Chili méritait bien cette place. Mais il ne faut pas aussi mitrailler sur la formation brésilienne. Elle a su gérer une équipe parce qu'elle n'a pas quand même encaissé beaucoup. Elle a su gérer une très belle équipe. Rappelez-vous qui a éliminé, parce que c'est le Chili qui a scellé le sort de la formation espagnole, la formation championne du monde, sur le score de 2-0. Donc eux, ils ont pu limiter les casses, gérer une équipe, parce qu'il faut mettre aussi en avant l'effort, cette présence de cette formation brésilienne. C'est vrai qu'elle n'était pas, elle n'a pas répondu aux aspirations, mais elle n'a pas du tout dessus en tant que tel, il n'y a pas eu une régression. C'est une équipe qui a franchi une étape. Maintenant, elle aura affaire à une équipe colombienne. Peut-être qu'on aura la chance de commenter ce match. Certainement, donc on va revenir sur cette affiche. Alors, Gabi Vérone, pour vous, est-ce que ce Brésil-là peut vraiment prendre ce mondial? Parce que c'est la question que beaucoup d'observateurs du football se posent. Le Brésil, on sait qu'avec Felipe Scolari, on ne s'attend pas du tout à du jeu. Ça défend, ça cherche le résultat. Oui, moi je pense bien que le Brésil a une pression sur sa tête, mais même si les gens pensent que le Brésil n'a pas bien joué, moi je me dis que les plus grandes victoires sont toujours gagnées, pourquoi pas dans la douleur. Si on veut remporter des trophées, il faut forcément avoir des douleurs à un certain moment. C'est ce que le Brésil est en train de faire. Mais aujourd'hui, en voyant l'équipe du Brésil, la plupart pensent que ce n'est pas une très bonne équipe du côté technique, physique et autres. Mais moi, je me dis que quand l'adversaire te respecte, tu as des sérieux problèmes. Aujourd'hui, si on doit jouer contre le Brésil, il faut se lever tôt. Donc l'adversaire respecte le Brésil avant le match. Et je pense que ces adversaires, les matchs qu'ils opèrent contre le Brésil, ils ne peuvent pas le faire contre d'autres équipes. Mais rappelez que il y a l'engagement. Rappelez que tactiquement, l'entraîneur est en train de mettre quelque chose en place. Moi, je me dis, est-ce que il a réellement préparé cette compétition? Parce qu'il ne faut pas confondre la Coupe des Confédérations à la Coupe du Monde, qui est une grande compétition. Et surtout, il a été suivi lors de la Coupe des Confédérations. C'est l'amalgame là qu'il est en train de faire. Je pense qu'il va essayer de corriger bien avant de recevoir la Colombie. En tout cas, il faudra être prêt pour jouer face à la Colombie. Et puis, côté Chili, on a vu vraiment un excellent gardien, Ochoa. Voilà, en tout cas, il faudra que le Brésil se réveille tôt pour jouer face à la Colombie. On va parler de l'autre affiche de ces huitièmes de finale où il y a eu 2 buts seulement du côté de cette formation colombienne face à l'Uruguay de Luis Suarez qu'on n'a pas vraiment vu, hein, il faut le dire, contre l'Italie. Cette façon de jouer, la Colombie a étrié, si on peut l'appeler comme ça, grâce à un joueur, James Rodriguez. Alors Lamine Diallo, Colombie-Uruguay, c'était vraiment une affiche de remake si jamais l'Uruguay, la formation uruguayenne passait, qui devrait jouer contre le Brésil, mais malheureusement pour cette formation, c'est la Colombie qui s'en sort. Voilà, malheureusement pour l'Uruguay, ils ont évolué sans leur maître à jouer, qui est Luis Suarez. On l'a vu, il a prouvé quand il n'était pas là lors du premier match, ils ont perdu. Quand il est revenu, ils ont gagné sur un score avec 2 buts inscrits. C'était des 2 buts inscrits par Luis Suarez. Malheureusement, il était suspendu, comme vous le savez, avec une suspension plutôt lourde, 9 matchs de suspension. Donc, il n'a pas pu aider son équipe. Edinson Cavani qui était là, mais Cavani, pour le moment, qui ne donne pas satisfaction comme ça se doit avec cette formation uruguayenne, parce que je ne crois pas qu'il ait déjà inscrit un but dans cette Coupe du Monde-là. Oui, le premier but uruguayen sur penalty. Voilà,
Et donc je pense bien que c'est pas du tout, ça n'a pas du tout aidé la formation uruguayenne face à une formation colombienne bien regroupée, une formation colombienne qui a apporté ce qu'elle savait faire, ce qui a valu pour l'instant dans ses rangs donc ce joueur qui a le plus grand nombre de buts inscrits en Coupe du Monde. Il s'agit plutôt de James Rodriguez, comme vous le disiez. Il est pour l'instant le meilleur buteur. Donc je pense que Colombie-Uruguay, la qualification est méritée pour la formation colombienne parce que l'Uruguay n'a pas existé. C'est ma façon de voir le match. Moussa Souma Campos. Oui, les Cafeteros ont impressionné le monde du football, il faut le dire comme ça. Cette équipe colombienne pilotée par ce jeune Rodriguez James qui a son actif 5 buts. Personne ne s'attendait si ce petit allait remplacer un certain Radamel Falcao, mais aujourd'hui c'est lui qui est la star de ce mondial. On a vu cette équipe uruguayenne qui était sur papier, oui, favorite, mais cette équipe colombienne était là, elle a prouvé au monde et c'est la première fois d'ailleurs que cette équipe colombienne se qualifie à une phase finale d'une compétition. Je pense que franchement c'est un mérite gagné, si vous voulez, le pari à gagner, oui, effectivement. En tout cas, une très jeune équipe de la Colombie avec ce jeune joueur, il faut le dire d'ailleurs, qui est convoité par une équipe, un club allemand, le Borussia Dortmund, si j'ai bonne mémoire. Colombie qui étonne, Colombie qui pourrait faire la sensation dans ce mondial, Suleiman. Oui, une qualification historique. Elle a éliminé l'une des équipes qui était arrivée, je crois, 3e lors de la dernière Coupe du Monde. L'Uruguay était 4e. L'équipe était super attendue. Maintenant, ils ont gagné et ils le méritaient. Ils ont joué avec la manière, avec des offensifs qui sont très très bien. Qui ont des jambes de feu. Vous avez Cuadrado, vous avez James Rodriguez. Donc ce sont des jeunes attaquants qui ont aujourd'hui envie de s'exprimer. Qu'est-ce qui a réellement manqué à l'Uruguay? C'est cette absence de Luis Suarez. Ça, c'est un secret de Polichinelle. Ouais, parce qu'on a vu la titularisation de Forlan qui n'a rien apporté, qui est maintenant l'ombre de lui-même. Ce qui a manqué à l'Uruguay, c'est ce que les Colombiens ont... C'est ce qui a inspiré les Colombiens. Falcao n'est pas là, il faut se donner en fond. Et les autres, Suarez n'est pas là, donc nous sommes battus avant le match. Voici ce qui a joué dans cette rencontre. C'est tout, une équipe défensive qui avait un jeu fade, qui n'évoluait pas du tout. Et contrairement à des jeunes qui ont déjà utilisé, on a commenté le match ensemble, une stratégie offensive avec des contre-attaques sur le côté, ça n'a pas marché. Ils ont pris l'option tir, ce qui a marché. Et après, il y a eu ce deuxième but intelligemment joué de la part de Cuadrado sur une passe qui est aussi l'un des meilleurs passeurs de cette compétition. Ouais. Le meilleur joueur et le meilleur buteur, c'est dans cette formation. Ils ont gagné tous leurs matchs avec la manière, avec un nombre de buts important. C'est une équipe aujourd'hui qu'il faut bien surveiller, qui est venue comme ça sans que les gens ne puissent braquer leur regard sur eux. Ils viennent en catimini sûrement à partir de ce match contre le Brésil. On va essayer de les surveiller maintenant. Alors, Diaby, vous voyez loin cette équipe colombienne? Oui, bien sûr, je vois très loin cette équipe colombienne. Vous savez, dans chaque compétition, il y a ce qu'on appelle l'invité surprise. Donc aujourd'hui, cette équipe de Costa Rica et de la Colombie sont en train d'émerveiller. Ouais. Mais moi, je me dis que la logique a été respectée dans ce match entre l'Uruguay et la Colombie parce que le meilleur joueur du premier tour est dans cette équipe. Donc je pense qu'il méritait bien d'aller en quart de finale pour capable mériter son titre. Je pense que la règle a été respectée. Ouais, la règle a été respectée. Autre match, Pays-Bas, Mexique, 2-1. Là aussi, on peut le dire, on a vu presque 2 matchs dans ce même match, Lamine Diallo, le Mexique qui avait vraiment fait tout ce qu'il fallait, mais c'est en fin de match qu'elle s'est inclinée avec surtout le tacticien Luis Van Gaal qui a changé les donnes et ça finit par payer pour les Pays-Bas. Oui, on sait très bien que cette formation des Pays-Bas ne cesse pas d'impressionner. Cette formation, comme on l'a rappelé lors des phases de groupe, qui a vraiment émerveillé le monde du football avec bien sûr ce carton sur la formation espagnole. Donc avec un match face à la formation mexicaine aussi qui n'a pas démérité, il a fallu attendre les dernières minutes pour que les compteurs se débloquent pour la formation des Pays-Bas. Donc je pense que
la victoire elle est méritée pour cette formation qui est plus que jamais vue comme celle qui est la plus favorite jusqu'à présent en ce qui concerne les équipes qualifiées pour les quarts de finale, mais aussi les Mexicains. Ils avaient quelque chose à jouer, malheureusement ils n'ont pas su donc résister à ce va-tout offensif de la formation des Pays-Bas. Pays-Bas, Mexique, le Mexique est éliminé, mais on a vu quand même un coaching gagnant de la part de Luis Van Gaal, Campos. Oui, effectivement, c'est l'un des grands favoris de ce mondial. L'équipe hollandaise qu'on a vue depuis le début de ce mondial 2014. Vous savez, même si la logique a été respectée, le coaching aussi a fait parler de lui. Luis Van Gaal, c'est un grand entraîneur. Ouais. Mais moi, je peux dire que c'est Robben qui a beaucoup pesé dans cette rencontre parce qu'il a tenté le tout, mais ça n'a pas marché et il a pris une action individuelle, même si ce penalty que je qualifie discutable, pas évident, mais bon, la victoire était là face à une équipe mexicaine, surtout avec cet excellent gardien de but Ochoa, qui a fait des parades miraculeuses. Mais bon, c'est la loi du football, il faut respecter la décision de l'arbitre. Mais moi, je pense que ce penalty, ce deuxième but hollandais, concédé cherché, si vous voulez, par cet attaquant Robben, moi, je pense que oui, l'arbitrage encore a fait parler de lui dans cette rencontre, malgré cette formation a eu son biais de qualification pour les quarts de finale. Oui, pour les quarts de finale. Souleymane, beaucoup de personnes craignent, il faut le dire, le coaching de Luis Van Gaal. C'est un maître tacticien fin prêt. Est-ce que pour vous, cela peut être décisif dans le reste de la compétition? Sans nul doute, vous avez Luis Van Gaal sur votre banc, c'est déjà un plus énorme. C'est un entraîneur qui a eu une expérience considérable. Il a su au bon moment, c'est-à-dire retirer du terrain le meilleur attaquant. C'est osé quand même, Robin Van Persie. C'est osé, mais il a donné un autre joueur qui est aussi prolifique, qui marque beaucoup. On a vu une attaque hollandaise à un moment qui n'était pas du tout, qui était en panne, et une très bonne défense pilotée par Rafael Marquez qui a marqué plus d'un. Parce qu'il a fait une excellente prestation. Dans le jeu, je crois, ça s'est joué sur la fatigue parce que les défenseurs, à un moment, les accessoires de... Ça lâche. Oui, ça a lâché. Les accessoires de Marquez n'ont pas su tenir le coup. Il y a eu énormément de coups de pied arrêtés, surtout de corner, et c'est sur un corner que le salut est venu de la part d'un Schneider qui a des frappes énormes. Le but a été égalisé et je partage l'ouverture du score, je partage l'avis de Campos par rapport au penalty. À mon avis, il n'y avait absolument pas penalty. Pour vous, il y a simulation. Il y a simulation, et après le joueur il a confirmé, même si ce n'est pas sur cette action, mais on sait que les joueurs, c'est la langue de bois qu'ils utilisent souvent, mais il a confirmé qu'à un moment qu'il plongeait, donc ça tournait à l'avantage des Hollandais. C'est une équipe qui est très très favorite dans cette compétition, mais qui a été mise à rude épreuve à maintes reprises. Et à l'issue de ce match, on sait que c'est une équipe elle-même qui se remet en cause et qui a été remise en cause par la formation mexicaine. Oui, exactement. Moi, je vais essayer d'analyser ce match en deux volets. D'abord, parler de l'entraîneur. Je pense qu'il a réussi à faire la symbiose entre les anciens et cette nouvelle génération. Parce que c'est, si je me rappelle bien, il y a plus de 8 joueurs de leur équipe nationale junior qui évoluent avec cette équipe A. Je pense que c'est déjà un pari gagné parce que renouveler toute une équipe à la fois, ça porte préjudice toujours. Donc aujourd'hui, les Schneider, les Robben qui sont dans l'équipe depuis 2004, si vous vous rappelez, quand ils avaient organisé, donc ceci a été là. C'est des garçons qui sont en train d'accompagner très bien les jeunes, et aussi à rappeler en ce qui concerne les arbitres. Je me dis, on ne peut pas remporter aujourd'hui un trophée si on n'a pas les deux arbitres derrière, c'est-à-dire si la chance ne sourit pas. Si vous prenez très bien ce penalty, même si on le dit que c'était peu évident, mais pour celui qui a bien regardé le match, il y a eu une autre action qui avait précédé, qui pouvait être soufflé penalty pour Arjen Robben. Je pense que si l'arbitre c'est... oui, mais l'arbitrage dans cette Coupe du Monde, c'est autre chose. Oui, c'est ce que je vais dire. Je me dis, vous ne pouvez jamais remporter une compétition sans que les deux d'arbitre ne vous sourient. C'est aussi de la chance, ça fait partie de
la chance d'une équipe. Ouais, ça fait partie de la chance d'une équipe. Autre résultat, parce que voilà, donc il faut le dire, il y a beaucoup de résultats dans ces huitièmes de finale. On va s'intéresser au grand match. Compte tenu du temps, on va parler de la France-Nigeria, la Diallo. Là aussi, c'est le contraire qui s'est produit. Il faut le dire, hein, juste les dernières minutes qui ont voilà, donc départagé ces deux formations, 2-0 avec un Paul Pogba très brillant. Le Nigeria plutôt a joué, la France a gagné, c'est comme ça le match. Bien sûr, c'est terminé parce qu'on a vu le Nigeria étrangler, bien sûr, envahir cette formation française, mais malheureusement pour eux, l'expérience aidant pour les Français, ils ont su contenir les différents assauts de la formation nigériane et ensuite, donc au bon moment, avec le changement surtout de Didier Deschamps, l'entrée en jeu d'un certain Griezmann, ils ont su donc reprendre le dessus sur la formation du Nigeria, score final 2-0 pour les Français. Ouais, 2-0. Alors, Moussa Souma Campos, pour vous, qu'est-ce qui a vraiment pesé pour cette victoire française? Est-ce que c'est un bon Didier Deschamps qu'on a vu ou est-ce que c'est les joueurs d'ailleurs qui ont répondu à la tactique de l'entraîneur? C'était un coaching gagnant, Pathé, car si vous faites un peu l'analyse de cette rencontre, jusqu'à 70 minutes de jeu, c'est le Nigeria qui dominait cette rencontre. Il a fallu ce changement effectué par Didier Deschamps qui a pesé lourd et surtout aussi la sortie du défenseur nigérian Onassis qui a d'ailleurs le milieu de terrain. Franchement, ça a beaucoup pesé au niveau de la récupération des balles par la défense nigériane. Donc le coaching gagnant est passé par là. Donc bravo à Didier Deschamps et cette équipe, les Super Eagles du Nigeria aussi n'a pas du tout démérité ce mondial. Ouais, l'équipe de Nigeria déjà, on savait qu'elle n'était pas favorite dans cette rencontre. Heureusement qu'elle a eu le monopole du ballon, elle a circulé très bien, mais ce n'est pas une équipe bien organisée, c'est une équipe qui ne sait pas profiter des erreurs de son adversaire. Maintenant, la France était très bien organisée défensivement, c'est une discipline tactique de fer, je vous assure. Regardez comment ils se regroupent et comment ils étaient dominés, mais le Nigeria avait peu d'occasions. C'est ce qui est important dans ce match. Et après, il y a eu ce but, je vais dire, d'un Guinéen, parce qu'à ma connaissance, c'est la première fois qu'une goutte de sang guinéen marque en Coupe du Monde. C'est quand même une félicitation. Et ils sont deux. Hein. Il y a Patrick Evra aussi, hein, qui a aussi un père diplomate guinéen. Il est né au Sénégal. On ne va pas refaire l'histoire. Voilà, ils sont guinéens, mais pour le moment, en tout cas, ils jouent pour ils sont français, mais d'origine guinéenne. Voilà, donc d'origine guinéenne. Alors, on laisse ça de côté. Ils jouent pour la France. Alors, Diaby, dans ce match, en tant que technicien, tacticien, pour vous, qu'est-ce que Stéphane Keshi devrait faire? Il avait le ballon, le monopole jusqu'à la 70e, en tout cas 70 minutes. Le Nigeria avait son match en main, mais au finish, c'est la France qui a gagné. D'abord, si vous voyez le classement des deux équipes, vous allez comprendre directement que le Nigeria méritait d'être champion d'Afrique. Pourquoi je le dis? Parce que le Nigeria a évolué avec un 4-5-1, contrairement à la France qui jouait 4-3-3, avec 3 milieux récupérateurs qui peuvent être, pourquoi pas, tous des premiers récupérateurs. Quand vous prenez Pogba, vous prenez Kabay, vous prenez Matuidi. Donc, dans ce sens, la France doutait beaucoup. La France a reculé. Il vient de le dire, Suleiman, que la récupération faisait sans défaut au niveau de l'axe français. Mais rappelez que Koussiani, un défenseur français qui n'était pas du tout à l'aise, qui n'était pas en confiance, qui a concédé assez de corners. Et c'est là que le Nigeria devrait profiter. Mais malheureusement pour eux, rappelez aussi que la France a attendu, il les a regardés. Tactiquement, c'est bien pour un entraîneur, mais moi je me dis, c'est pourquoi je partage deux fois les avis de Mourinho qui dit que chaque option, chaque temps de match a ses réalités. Donc on ne peut pas nier un temps ou attendre un temps pour un autre temps. Je pense qu'il a parfaitement raison. Si le Nigeria réussissait à marquer dans ce match, tout le monde allait s'en prendre au coaching de Deschamps, mais heureusement pour lui, il a gagné le match. On dit aujourd'hui Deschamps, il est bien, il a gagné son match, mais moi je me dis que prochainement, si Deschamps arrive à mettre la même tactique aux prochains adversaires, par exemple contre l'Allemagne, il va y avoir des sérieux problèmes parce que ces attaquants sont tellement réalistes. Ce jour-là, si les attaquants nigériens étaient réalistes, je pense que dans cette compétition, on n'allait plus parler de la France. On n'allait plus parler de la France. En tout cas, on a vu vraiment, et il faut le dire aussi, donc un bon coaching de Stéphane Keshi. Autre match dans ces huitièmes de finale, c'est l'Allemagne contre l'Algérie, score final 2-1. En tout cas, pour moi, je ne sais pas si c'est la même chose avec la Diallo, c'est le meilleur match de ces huitièmes de finale.
c'est le meilleur match et surtout le meilleur représentant africain. Parce que si vous prenez, c'est peut-être la seule équipe avec laquelle il n'y a pas eu d'histoire de prime, il n'y a pas eu de bagarre. Entre parenthèses, c'est la seule formation qui s'est très bien comportée. Et ils n'ont pas à démériter. Là aussi, ils ont poussé cette formation allemande jusqu'aux prolongations. C'est pas donné à n'importe qui. Donc, si cette formation algérienne a été capable de faire ceci, c'est qu'ils ont donc un effectif qui est capable de représenter dignement l'Afrique, mais représenter non seulement aussi l'Algérie. Donc, je pense que c'est ce qui a fait qu'ils ont été accueillis comme étant des héros nationaux à leur retour du côté de l'Algérie. Et je pense qu'ils sont à féliciter. Mais l'Allemagne, on le sait très bien, c'est l'expérience de ce côté aussi qui a beaucoup joué. Les Allemands, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas une formation tombée de la dernière pluie. Et donc, l'expérience a servi à cette formation allemande qui s'est quand même fait peur parce que l'égalisation est venue à la 120e, la réduction du score est venue à la 120e minute. S'il y avait quelques minutes, peut-être que l'Algérie aurait pu obtenir, pourquoi pas, le droit d'aller au tir au but. Moussa Souma Campos. Oui, la logique, elle a été respectée par la National Mannschaft, mais ce que je peux dire, c'est une mission reçue par les poulains de Halijovic, le franco-bosniaque. Il a pu qualifier pour la première fois l'équipe algérienne à ce stade de la compétition. C'est une équipe qui a tenu en échec la National Mannschaft, qui a à son actif 3 Coupes du Monde, vous vous rappelez. Donc, on a vu même un beau match. L'histoire, quand même, l'histoire en 82, l'histoire ne s'est pas répétée. Mais après le premier tour, on a vu l'affiche de ces 8e de finale, Algérie-Allemande. Voilà, sur papier, la National Mannschaft était là. Et voilà. Mais on a vu une équipe algérienne, franchement, prête, avec le cœur, qui voulait minimiser, si vous voulez, humilier cette formation, tenir en échec jusqu'à prolongation. Ça veut dire que c'est un pari gagné par cette équipe algérienne et doit être maintenu et encouragé. En tout cas, ils sont bien donc accueillis, et comme l'a dit Lamine Diallo, lors de ce retour donc après le Brésil. Alors Souleymane, on a vu quand même une excellente, exceptionnelle équipe algérienne face à des Allemands qui ont tout cherché, mais ils ont trouvé quand même face à eux un bon gardien aussi. Oui, ça a été la meilleure formation africaine. Je partage l'avis de Lamine Diallo, une très belle équipe parce que quand vous comparez la première sortie des Allemands et le match contre l'Algérie, vous voyez qu'il y a un décalage alors que l'adversaire, c'était lors de la première sortie, c'était le Portugal quand même. Donc il y a un décalage, ils ont bousculé les Allemands. Les Allemands sont allés, ils ont sorti le gros jeu pour pouvoir remporter cette rencontre. C'était un match magnifique. Maintenant, Vaïd peut-être va être maintenu. Il va consolider bien cette équipe parce que c'est une équipe qui a suffisamment de ressources. Regardez bien les joueurs qui étaient présents lors du match Allemagne-Algérie. Mais quand même, il y avait certains qui n'étaient pas là lors du match qualificatif pour les 8e de finale. On n'a pas vu Mesba. Il y a une profondeur de banc au niveau de cette formation. Maintenant, il faut essayer de consolider l'équipe. Il faut essayer de la garder. Peut-être qu'en 2018, qu'elle pourra faire, parce que les joueurs sont jeunes. Bien sûr, avant 2018, il y a 2015 d'abord, la CAN donc à côté, du côté du Maroc. Alors, on va revenir dans ce match Allemagne-Algérie. Pour vous, Diaby Vérone, qu'est-ce qui a été vraiment la force de cette équipe allemande dans ce match? D'abord, c'est un moral d'acier parce que, vu l'histoire, on disait que l'Allemagne n'avait jamais gagné contre l'Algérie. Déjà, ça pesait dans la balance. Vous savez, en matière de football, des fois, l'histoire se répète. Et surtout, c'est ce qu'on appelle bête noire. Voilà, bête noire. Et surtout, il y avait cette menace qui courait contre les grandes équipes de cette compétition parce que on a vu l'Espagne, pilier bagage, rentrer à la maison. On a vu l'Angleterre aussi qui est rentrée à la maison, le Portugal. Donc la National Mannschaft aussi avait ce problème. Donc comment se faire éliminer contre le dernier représentant africain. Moi je suis très content de l'Algérie parce que au début de cette compétition, personne ne pouvait imaginer que l'Algérie pouvait être la meilleure équipe africaine devant le Nigeria, devant la Côte d'Ivoire, le Ghana. Mais ils ont su montrer qu'ils ont très bien préparé cette compétition et doucement. Et là, ils avaient des garçons vraiment qui promettent beaucoup de choses dans l'avenir, comme l'a dit déjà Souleymane. Mais il faut voir
le gros problème des Africains, c'est la conservation des groupes. Aujourd'hui, ils ont un bon groupe qu'ils ont su mettre en place, qui peut travailler, qui peut nous donner ce trophée un jour, et pourquoi pas. Parce que qui connaît l'Algérie, je l'ai souvent dit dans mes interventions, c'est un pays à respecter. C'est un pays qui se trouve dans le continent africain, mais qui est mieux organisé par rapport à la plupart des équipes africaines. Et surtout, quand vous prenez l'histoire de ces joueurs, d'abord un gardien qui a joué pour 2 catégories françaises, si je me rappelle bien. Il a joué pour l'équipe nationale cadette junior. Donc c'est des gardiens qui ont été formés à Marseille, qui ont de l'expérience européenne, qui peuvent se comparer, pourquoi pas, aux équipes européennes. Ouais. Donc aujourd'hui, Campos a très bien réagi par rapport à la conservation, surtout du sélectionneur. Parce que celui qui a réuni le bon groupe, c'est celui qui doit gérer ce groupe. En tout cas, même le président est intervenu donc pour que M. Vaïd reste. On va... Et à préciser que parmi cette sélection algérienne, 17 joueurs ont connu une formation du côté de la France. Ouais, ça veut dire qu'il y avait vraiment de répondants. C'est pourquoi d'ailleurs ils sont souvent confondus aussi à la France, à l'équipe de France. Il y a une rivalité qui ne dit pas son nom. On va parler de l'autre match, Argentine-Suisse. Là aussi on a vu Lamine Diallo, voilà, donc une équipe suisse qui a tenu, qui a défendu, mais finalement il y avait une patte de Lionel Messi qui a donné la balle qu'il fallait. Pour moi, l'équipe la plus décevante parmi les équipes qu'on attendait dans ce Coupe du Monde, c'est bien sûr l'Argentine, pour l'instant, qui réussit à se qualifier, mais pas avec la manière. On a vu lors de cette rencontre face à la formation suisse que les Suisses étaient beaucoup plus présents que l'Argentine, qui compte que sur un seul joueur également. Il s'agit de Lionel Messi, mais qui n'est pas aussi brillant, parce que les équipes ont compris que tout le jeu passe par lui. Et donc à chaque fois, ils sont prêts à mettre un barrage, à resserrer le taux autour de lui. Dès qu'il a le ballon, vous voyez 2-3 joueurs qui viennent l'empêcher de jouer. Donc je pense que de ce côté, l'entraîneur non seulement n'a pas été beaucoup intelligent. Si c'est moi, je décharge un peu Messi pour essayer de faire jouer certains joueurs comme un Di Maria, qui est là aussi, qui est capable d'apporter la même vivacité que Lionel Messi. Mais malheureusement, tout le peuple argentin derrière lui. Tout est concentré sur Lionel Messi. Mais aussi, si vous voyez la prestation de Messi, vous dites que c'est normal que tout se porte sur lui, parce que cette passe décisive est venue de lui. C'est lui qui a pu, avec cette chevauchée-là, effacer un défenseur, ensuite placer le ballon pour Di Maria afin qu'il puisse marquer. Mais je pense bien que s'il continue comme ça, avec l'allure de ce jeu de la formation de l'Argentine, ils n'iront pas loin du tout, parce que le dernier carré, plutôt les quarts de finale, ce sont des grandes équipes qui s'y retrouvent, et je ne pense pas qu'ils auront toujours la même chance qui va les sauver jusqu'à la fin de la compétition. Ouais, ça sera compliqué. Alors Moussa Souma Campos, c'est un côté, il faut le dire, suisse. On a vu un excellent défenseur, Djourou, qui a vraiment été très très étincelant dans ce match. Oui, Djourou d'ailleurs, qui a une origine ivoirienne, mais nationalité suisse. Voilà, de porter le bonheur, si vous voulez, les maillots de cette formation suisse. On a vu une équipe suisse, heureusement pour la France, car cette équipe avait été malmenée pendant les phases de poule sur le score de 4-2 en faveur de la France. 5-2 plutôt. 5-2. Non, 4-2. 5-2. Voilà, 5-2. Le but de Karim Benzema avait été accordé. C'était le 6e, mais il n'a pas été accordé. Donc c'était 5-2. Donc 5-2. Alors, ok. Bon, je reviens encore sur cette équipe de Suisse qui avait gardé, je pense, son style de jeu pendant les phases de poule. Heureusement pour l'équipe argentine, qui a payé dans les dernières minutes, et surtout c'était pendant, on s'acheminait vers les prolongations, si je ne me trompe pas. Oui. Effectivement. Donc cette équipe suisse avait montré de quoi elle est capable de tenir en échec cette équipe argentine. Ouais, je partage l'avis. L'Argentine, c'est comme le Brésil qui ne rassure pas, mais ils remplissent leur contrat. Franchement, l'équipe de Suisse, bravo à cette équipe suisse qui a gardé, je reprends encore, son style de jeu pendant les phases de poule. Ouais, c'est ça. Alors, Souleymane, finalement, est-ce qu'on peut dire que l'Argentine, avec Messi, pourra prendre une Coupe du Monde avec l'ère Messi? Peut-être, en tout cas depuis 90, l'Argentine ne s'est pas qualifiée en demi-finale en Coupe du Monde. Décevante, Toujours décevante. Est-ce que cette fois-ci, ça sera la même? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le jeu qu'ils nous ont proposé ne nous donne pas espoir. C'est une équipe qui n'a pas un jeu attrayant, alléchant. Vous avez Gago qui n'est pas au mieux de sa forme. Mascherano qui commet beaucoup de fautes. Ouais, parce qu'il se croit toujours dans la charnière centrale. Parce qu'il a joué là-bas pendant une année. Ouais. Et au niveau de l'attaque,
je ne sais pas pourquoi TVS n'est pas venu. C'est une équipe, je crois, qui a encaissé 15 buts lors des qualificatifs. C'est une défense qui ressemble à une passoire, même si ils essayent de maintenir le cap pour pouvoir franchir ces étapes. L'équipe argentine, moi, franchement, c'est une équipe sur laquelle je ne compte pas du tout et qui mériterait même de quitter la compétition. Par exemple, si le Chili se présentait là, c'était quand même un bonheur. L'équipe suisse n'a pas su gérer son statut de leader dans cette poule E où il y avait la France, parce que la Suisse était tête de poule de ce groupe. Elle s'est inclinée, elle a laissé la France prendre le devant. Sinon, si la Suisse avait terminé première de la poule, elle aurait pu hériter du Nigeria. C'est quand même jouable avec toutes les armes qu'ils ont. Alors, Diaby Véron, Argentine avec Messi, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est vraiment une compétition réussie jusque-là pour ces Argentins? Ouais, moi, je me dis que rien n'est plus normal que de mettre un Lionel Messi leader dans ce groupe, parce que vous imaginez qu'il a 4 ballons d'or, qui est très important, qui n'est pas fait pour n'importe qui. Mais aujourd'hui, comparativement à la France, qui n'a pas de leader, de véritable leader, je pense que l'Argentine est en difficulté, parce que il a dit, Lamine, c'est pas seulement Messi, on peut compter sur des joueurs de taille mondiale, de classe mondiale. Quand vous pensez à Di Maria qui a la Ligue des Champions, quand vous pensez pourquoi pas Higuain qui a marqué durant toutes ces Higuain qui passe à côté. Qui n'a rien apporté. Voilà, Higuain qui passe à côté. Il faut noter aussi l'absence de Agüero. On compte sur Agüero et Agüero est plus blessé. Voilà, justement, je vais parler je vais parler des différents clubs qu'ils ont connus cette année. Higuain a marqué. Il a tellement marqué avec son club. Naples. Voilà, on a vu Lavezzi en forme avec le PSG. Donc c'est très important d'avoir d'autres leaders. Vous savez, quand vous avez des grands joueurs, ils peuvent créer des espaces, même si c'est pas eux-mêmes qui les exploitent. Je vais parler de Lionel Messi. Vouloir vous concentrer à Messi dans un match, ces garçons-là sont capables de créer la différence. C'est ce qui se passe avec l'équipe de la Hollande. C'est pas chaque fois que Robben qui marque. Robben est là, laisser des espaces vides. C'est Schneider qu'on voit, c'est Van Persie qu'on voit 2 fois. Donc c'est très important. Et de l'autre côté, il doit y avoir la même chose. La France, on a vu 7 buts français qui ne sont pas marqués par les mêmes personnes. Je pense que si la même chose est répétée au niveau de l'Argentine, ils peuvent avoir une très très bonne équipe. Mais à chaque fois que l'Argentine doit se réveiller, il faut la patte gauche de Lionel Messi. Voilà, et surtout, les équipes... on est obligé, les gars, on va essayer de marquer la pause publicitaire pour revenir, voilà, donc, pourquoi pas vous proposer la Coupe du Monde sur la toile. Retour sur ce plateau, vous nous suivez du côté de l'Atlanta, merci pour la fidélité. À présent, nous partons avec cette rubrique. Oui, vous commencez déjà à adorer, voilà, donc, cette rubrique dans ce magazine, la Coupe du Monde sur la toile. On ne cessera de le répéter, elle se joue bien sur... la toile, Moussa Souma Campos. Oui, effectivement, Coupe du Monde sur la toile, vous l'avez dit, Pathé. Le vœu des supporters algériens va peut-être s'exaucer parce que le président Bouteflika s'est mis dans la danse. Et Vaïd doit rester avec nous. C'est une grande équipe que nous avons. Ça n'a pas été toujours facile, mais il faut continuer sur cette dynamique grâce à notre jeu. Nous sommes devenus les chouchous des Brésiliens, a-t-il rappelé, cité par l'agence APS. Donc une poignée de minutes plus tôt, coach Vaïd s'entretenait avec Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, officiellement pour être félicité et se voir offrir une pige supplémentaire. On en parle toujours sur cette Coupe du Monde sur la toile, Pathé, lors de la séance des tirs au but face au Chili samedi dernier en 8e de finale. Thiago Silva, le capitaine de la Seleção, 29 en 50 sélections et 2 buts, a surpris tout le monde en se tenant à l'écart de ses coéquipiers assis sur un ballon et en larmes. Si cette attitude a irrité le sélectionneur brésilien Luis Felipe Scolari, elle a aussi dessus Zico. Qu'est-ce qu'il a dit? On est en droit d'atteindre plus de Thiago Silva, surtout dans son rôle de capitaine. Il doit s'imposer, il doit inspirer, a fait savoir la légende brésilienne sur une radio de la place. Le Parisien tentera de maîtriser ses nerfs ce vendredi contre la Colombie en quart de finale.
On en parle toujours, cette Coupe du Monde sur la toile. Churley voit plus loin que la France. La semaine passée, Didier Deschamps a tapé sur les doigts de Bakary Sagna et Morgan qui ont avoué publiquement que ne pas gagner la Coupe du Monde constituerait une déception. À la veille d'affronter la France, le milieu offensif allemand André Churley vise lui aussi la victoire finale. Quand vous participez à une Coupe du Monde avec l'Allemagne, on s'attend à ce que vous la gagniez. Nous ne sommes pas venus ici juste pour participer. Nous avons des grandes ambitions et nous croyons d'autant plus à la victoire finale que nous sommes dans le top 10, a-t-il lancé en conférence de presse. Pour rappel, la National Matchup a déjà remporté la Coupe du Monde à 3 reprises, en 1954, 1974 et 1990 en Italie. Ouais, ça va savoir en tout cas lors de ces quarts de finale, c'était la Coupe du Monde sur la toile, j'allais dire, chers téléspectateurs, avec Moussa Souma Campos. Voilà, retour sur ce plateau, chers téléspectateurs. À présent, nous partons avec cette rubrique Côté Star. Quels sont ces joueurs ou les entraîneurs qui se sont distingués jusque-là, donc après ces huitièmes de finale et depuis le début de cette compétition? C'est avec vous, Lamine Diallo. Et oui, il y en a deux, il faut le préciser. Il y a d'abord le coach de l'Algérie, ensuite, bien sûr, Luis Van Gaal. Voilà, Vahid Halilhodzic qui passe pas du tout inaperçu. On va aller avec, bien sûr, quelques détails sur lui. Vahid Halilhodzic est un entraîneur de football et ancien joueur de nationalité bosnienne, né le 15 mai 1952 à Jablanica en Yougoslavie, aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine. Depuis 1995, il faut signaler qu'il possède la nationalité française. Quelques palmarès de Vahid en tant que joueur. D'abord, il a été vice-champion de Yougoslavie en 73-74 avec Vélez Mostar et donc champion d'Europe des nations, donc espoir en 1978 avec toujours la Yougoslavie, élu meilleur joueur du championnat d'Europe des nations espoir en 78 avec la Yougoslavie. Donc en sélection, il faut signaler qu'il a inscrit 8 buts en 15 donc participations avec la formation yougoslave. Sa carrière en tant qu'entraîneur, il a entraîné donc les équipes suivantes: le FK plutôt, Vélez Mostar, AS Beauvais, Raja de Casablanca, Lille, Stade Rennais, Paris Saint-Germain, Trabzonspor, Al Ittihad Jeddah, la Côte d'Ivoire et ensuite le Dynamo Zagreb. Et aujourd'hui, vous le savez qu'il évolue avec la formation algérienne dont il est le coach. Son palmarès en tant qu'entraîneur, il a été le vainqueur de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1997 avec le Raja de Casablanca, champion du Maroc en 98 toujours avec la même donc formation, le Raja, finaliste de la Super Coupe d'Afrique en 98 avec toujours le Raja de Casablanca, champion de France Division 2 en 2000 avec Lille, vainqueur de la Coupe d'Afrique, de la Coupe de France plutôt en 2004 avec le Paris Saint-Germain, vice-champion de France en 2004 avec le Paris Saint-Germain également, champion de Croatie en 2011 avec le Dynamo Zagreb, huitième de finale de la Coupe du Monde 2014 au Brésil avec l'Algérie. Sa distinction personnelle, il a été élevé chevalier de la Légion d'honneur de son pays à 6 reprises. C'était là, bien sûr, ce qu'on peut retenir sur Luis, c'est plutôt Vahid Halilhodzic. On va aller avec Luis Van Gaal qui s'appelle en réalité Aloysius Paulus Maria Van Gaal. Il est né le 8 août 1951 à Amsterdam. Il est entraîneur de football néerlandais. Il a notamment entraîné l'Ajax Amsterdam, le Bayern de Munich, Manchester United. Dans son poste, il est milieu de terrain avant d'être entraîneur. Son parcours professionnel en tant que sélectionneur, en tant que plutôt joueur, il a joué à l'Ajax, il a joué Royal Antwerp de FC, Storm Vogel de Telstar, Sparta Rotterdam. Et donc ensuite, il a joué avec l'AZ Alkmaar en tant qu'entraîneur. Il a donc ses distinctions suivantes: vainqueur de la Coupe de l'UEFA en 92, vainqueur de la Ligue des Champions en 95, vainqueur de la Ligue des Champions en 96, vainqueur de la Super Coupe de l'UEFA en 95, vainqueur de la Coupe intercontinentale en 95, champion des Pays-Bas en 94, 95 et 96, vainqueur de la Coupe des Pays-Bas en 93, vainqueur de la Super Coupe des Pays-Bas en 93, 94, 95. Et donc avec le FC Barcelone, il a gagné le championnat d'Espagne en 98-99. Avec l'AZ Alkmaar, il a gagné le championnat de Pays-Bas en 2009 plutôt. Avec le Bayern de Munich, il a été champion d'Allemagne en 2010. Sa distinction personnelle en ce qui concerne bien sûr Luis Van Gaal, toujours nomination au prix entraîneur de l'année FIFA 2010. Donc c'était là brièvement ce qu'on peut retenir et sur Vahid Halilhodzic, mais aussi sur Luis Van Gaal. En tout cas, deux hommes qui nous ont épatés, il faut le dire, dans ce mondial
mondial. On va marquer la pause avec voilà donc les annonces maison. On revient pour les affiches à venir. Assez grand pour aller la chercher. Il n'a rien pu faire face à ce geste de génie.